Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Bienvenue sur Europe 1 et de 11h à 13h, vous pouvez réagir et témoigner avec Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Pascal, vous recevez ce matin le réalisateur Alexandre Arcadi. Son dernier film est sorti hier, Le Petit Blond de la Casbah. Et Entre chien et loup, c'est un film qui doit avoir une vingtaine d'années et c'était, je crois, deux hommes qui n'avaient rien à perdre et qui acceptaient une sorte de contrat truqué. Ah oui, c'était incroyable. Et Johnny a vu le film, il a voulu y être et c'était un moment absolument exceptionnel. Bon, hier est sorti Le Petit Blond de la Casbah. C'est un film autobiographique qui met en lumière la vie d'Alger dans les années 60, votre enfance. Et c'est vrai que forcément, ce film a des résonances avec ce qui se passe aujourd'hui. On va d'ailleurs pouvoir échanger avec des auditeurs qui vous interrogeront. Mais pourquoi ça a des résonances ? Parce que tout le monde vivait ensemble. Et les Juifs et les Arabes vivaient ensemble. Et aujourd'hui, ça paraît, ce monde-là est mort. Ce monde-là est un peu éloigné de nous, voilà, pour être moins pessimiste que vous, cher Pascal. Mais c'est vrai que toute ma filmographie en témoigne, enfin une grande partie. J'ai commencé avec l'Union Sacrée. On se souvient de ce flic juif et ce flic arabe qui combattait un islam qui pointait son nez radical, un islam qui avait fait les attentats de chez Goldenberg. Plus tard avec le film sur Ilan Halimi, évidemment... une déflagration absolument inouïe en France. Comment peut-on assassiner un jeune garçon parce qu'il est juif ? Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est très préoccupante, où le vivre ensemble paraît éloigné. Mais moi, j'ai l'impression, pas pour faire de l'optimisme béat comme ça, j'ai l'impression que ça concerne une minorité, qu'au fond, il y a une possibilité de réconciliation parce qu'on est issus de la même branche. Nous sommes de cette même culture J'entends bien, mais méditerranéenne. quand j'apprends que M. Bellatar a été reçu sans doute à l'Élysée et que lui-même explique que manifester contre l'antisémitisme serait ou est une offense faite aux musulmans et qu'une simple manifestation, je le répète, contre l'antisémitisme peut déclencher des mouvements dans les quartiers et les banlieues, je suis inquiet. L'optimisme dont vous faites preuve, je ne le partage pas. Vous avez raison, parce que effectivement, il faut se souvenir, parce qu'on oublie rapidement. Vous vous souvenez quand ce garçon a été jeté dans la Seine par des extrémistes de droite? C'était après une fête du 1er mai. C'était des militants du Front National qui avaient... comme ça exactement. François Mitterrand était encore président de la République. Oui, il y avait eu comme ça la création de Touche pas mon poste. C'est ces années-là, voilà, effectivement, entre 85 et 90. La petite main jaune, il y avait cette solidarité. Oui. Mais l'époque était différente. Et les Juifs de France étaient les premiers impliqués dans cette... Mais la religion n'était pas aussi présente. Non, absolument pas. L'islam n'était pas aussi présent. Voilà, il y avait de la solidarité qui était là. Un garçon venait de se faire tuer. On était là aux côtés de nos amis et de dire il faut pas qu'on vous touche, il faut pas qu'il y ait d'exactions racistes. Aujourd'hui, je regrette que les voix de beaucoup d'artistes ne s'élèvent pas pour dire cette solidarité qu'il y a envers le judaïsme qui est fortement attaqué. C'était le 1er mai 1995, à proximité du pont du Carrousel à Paris. Brahim Bouram, un sujet marocain, est poussé dans la Seine par un manifestant en marge du défilé annuel du Front National en l'honneur de Jeanne d'Arc. À ce moment-là, il y avait le fleuve était en crue et malheureusement, cet homme ne savait pas nager et il s'est noyé. C'était en 1995, il y a 30 ans, j'ai envie de dire, c'est une autre époque, un autre monde. Et même s'il y avait à l'époque des soucis dans la France, les crispations me paraissent plus importantes aujourd'hui. Vous allez pouvoir interroger Alexandre Arcadi, surtout allez voir le film. Moi, je l'ai vu. C'est un film tendre, c'est un film avec un jeune acteur qui joue votre rôle, qui est Léo Campion, qui est absolument formidable, qui est quasiment dans tous les plans. Il y a Smaïn qui a fait un petit rôle, il y a Dubos qui fait un petit rôle, il y a Marie Gillin qui joue votre mère, qui est formidable. Il y a cet acteur allemand que le public français ne connaît pas, qui joue votre père, que je trouve formidable. Il y a Pascal Elbé qui est excellent, il y a Danny Briand qui est aussi très bon, il y a Michel Boujna qui est un médecin. Donc voilà, c'est un film. Et puis il y a cette grand-mère qui est jouée par Jean Benguigui. Donc on va en parler dans une seconde, mais le film est réussi. Allez-y, parce que on rit et on pleure. Donc c'est le principe du cinéma, même si, cher Alexandre, moi je ne vais au cinéma que pour pleurer.
Ah oui, Ah, alors j'aime là, ça. vous êtes servi sur la fin du film. Bah là. hein. oui, mais moi voilà, j'aime ça. À tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Et posez vos questions à Alexandre Arcadi, notre invité, en composant son numéro. Europe 1. Pascal Pro et vous. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez entre 11h et 13h pour parler à Pascal Pro sur Europe 1. Et vous pouvez aussi poser vos questions à notre invité Alexandre Arcadi, puisque son dernier film est sorti hier, Le Petit Blond de la Casbah. Et c'est vrai qu'on a un lien avec Alexandre Arcadi et puis avec les acteurs aussi qui sont de sa famille, si j'ose dire, famille d'acteurs, parce que des films majeurs ont marqué le public français. Le Coup de Sirocco, c'était en quelle année? 78, avec pour la première fois Patrick Bruel. Ouais. J'imagine que quand vous revoyez Bruel, il vous doit beaucoup quand même, parce que vous l'avez mis, Voilà, vous lui avez mis le pied à mais l'étrier, forcément. J'ai des relations très proches avec Patrick. C'est mon petit frère. Il me considère comme son grand frère. J'ai été même le parrain d'un de ses fils. Je suis le parrain d'un de ses fils. Voilà, c'est de la famille. C'est la famille. Et puis après, il y a eu Le Grand Pardon, qu'on voit toujours. C'est des films qu'on a vus 10 fois, 50 fois, et qu'on revoit toujours avec le même plaisir, avec des dialogues qui sont là aussi passés. Tous les juifs pardonnent, sauf un, moi, le jour de Kippour. Ça, c'est une drôle de réflexion. Raymond Betoun dans la Casbah. Ah ouais. Avec Jean-Louis Trintignant. Vous sentez l'huile, Betoun? Vous savez pourquoi Trintignant m'a accepté le film? C'était extraordinaire, parce que je lui ai raconté, moi je pensais pas qu'il allait faire ce rôle-là, c'est un tout petit rôle. Alors je lui ai parlé avec fougue, avec passion, etc. Et à la fin, il m'a dit, écoute, j'ai rien compris à ton histoire, mais je vais le faire, et tu sais pourquoi? Parce que tu ressembles à Lafitte, le coureur automobile. Bien sûr, vous aviez la même coiffure un peu. Et là, et c'était j'ai dit, le bon, peu petit-fils. importe, c'est bon à garder. Parce qu'en fait, Jean-Louis Trintignant était le petit-fils de Maurice Trintignant, qui était un pilote de F1. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il vous a dit ça. Je ne vous aime pas, Betoun. Vous sentez l'huile et j'ai l'odorat délicat. L'odorat délicat, quelle Avec phrase. Roger Hanin. Et puis, c'est vraiment un film formidable, d'ailleurs, à voir et à revoir. Mais là, on parle du Petit Blond de la Casbah et on est avec un autre Alexandre. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi, dans le film, comme il est autobiographique, pourquoi le petit garçon s'appelle Antoine et pas Alexandre? Parce que c'était un petit peu vertigineux de raconter l'histoire de sa propre enfance comme ça, mettre des acteurs dans les personnages de ses parents, de ses oncles, de ses tantes. Donc j'ai voulu marquer un petit décalage, puisque c'est un film dans le film. C'est l'histoire d'un metteur en scène qui vient à Alger avec son fils, qui a le même âge que lui quand il a quitté l'Algérie, et qui vient présenter ce film sur son enfance. Donc j'ai voulu marquer une petite distance. Alexandre, justement, est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal, Vous nous appelez d'où? de Paris. Vous avez vu le film déjà? Non, pas encore. Et vous allez aller le voir ces prochaines heures, j'imagine. Je vais le voir à 2 reprises. Je vais le voir seul, et puis après, je compte pour la première fois aller le voir avec ma fille. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très juste. C'est un film que j'appréhende un peu d'aller le voir parce que c'est un film où je sais que je vais pleurer et je vais rire. Voilà. Et pourquoi? Alors, avant toute chose, je tiens à vous féliciter pour votre émission et votre équipe, parce que moi, vous faites partie de ces personnes où vous m'avez ramené vers la radio. Avant, j'écoutais pas trop, maintenant, j'écoute la radio. Et j'aime beaucoup la façon dont vous interviewez vos invités. Et je sais que vous êtes un homme de goût et de cinéma, et j'aimerais beaucoup un jour que vous invitiez une actrice qui est très peu connue, qui est Aurore Clément, qui a fait de très bons films, et je trouve qu'il a une beauté rare, qui est pourtant pas de ma génération. Elle est formidable, Aurore Clément. Bien sûr qu'elle est formidable. Mais c'est une très bonne idée. On va l'inviter, Aurore Clément. Le jour où vous l'invitez, j'aimerais vraiment passer à la radio pour la féliciter. Elle avait fait une interprétation de la veuve Calas, Aline Calas, avec Bruno Kremer, qui est vraiment pleine d'émotions. Et voilà, c'est une actrice que je trouve fabuleuse et élégante. Et elle avait fait un film d'Yves Boisset où elle jouait la fiancée de Patrick Devers qui s'appelait Le Juge Fayard et le Shérif. Tout à fait. Et moi j'aimais bien le cinéma d'Yves Boisset dans les années 70 avec pareil une pléiade. Moi j'adore les comédiens. Il y avait Jean Bouis, Patrick Devers. C'est des comédiens avec une épaisseur qui était formidable. J'ai tourné une fois avec Jean Bouis. J'en garde un souvenir magnifique. Le film s'appelait Dernier été à Tanger, mais c'est un homme, il était exquis, magnifique, enfin vraiment. Dernier été à Tanger, c'est avec Thierry Lhermitte. Avec Lhermitte, avec Valérie Agolino. Non, c'était avec Hanin, avec Guillaumard, Anna Karina, enfin il y avait et Jacques Villeray évidemment. Et avec une scène de tuerie dans une villa, me semble-t-il. C'est ça, exactement. Quelle mémoire. Je l'ai pas revu depuis longtemps, mais ça avait été un succès. Dernier été à Tanger. Ouais. Bon, Alexandre, c'est un peu votre histoire aussi. C'est ça que vous voulez nous dire. Le Petit Blond de la Casbah. En tout cas, c'est une histoire familiale.
je tenais vraiment ça fait 2 jours que j'appelle depuis que je sais qu'Alexandre Arcadi vient. Et Monsieur Arcadi, je voulais juste vous remercier du fond du cœur de vos films. Parce que vous êtes l'histoire de ma mère. Et comme beaucoup de gens qui ont la même histoire, elle avait une certaine pudeur. Et moi, j'ai connu son histoire que très tardivement. Et c'est la période de la Coupe du Monde 98 où les joueurs ont défilé sur les champs. Et comme beaucoup de Français, on regardait la télévision. Et elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures autant? Pourquoi? Et en fait, c'était les drapeaux algériens. Et j'ai dit, mais pourquoi ça te fait pleurer? Et elle était silencieuse, elle n'avait pas parlé, elle pleurait. On a fait quelque chose qu'on faisait très rarement. On a été dans un vidéoclub, on a loué une cassette. Elle m'a mis devant le coup de Sirocco. Elle m'a dit, tu vois, ça, c'est mon histoire. Et comment vous dire, elle est en fait pupille de la nation, hors film de police. Elle faisait partie des rapatriés de juillet 62, où sa famille a été massacrée. Et c'est d'ailleurs, elle n'a jamais pu le remercier, c'est un harki, un subordonné de son père, qui l'a mis dans la soute d'un avion, et elle est rentrée dans la soute d'un avion en France. En France, elle faisait partie, comme tous ses enfants de là-bas, où elle était un peu perdue. Et on n'a pas fait grand-chose pour ses enfants, et finalement, tout son patrimoine familial et les biens de ses parents, ou même de ses arrière-grands-parents, elle n'a jamais su ce que c'était devenu. Et on ne lui a pas fait grand-chose à sa majorité. Elle a juste eu un billet de train, un emploi réservé dans les hôpitaux de Paris, et c'est tout ce qu'a fait l'État français. Et une phrase que je garderai toujours en tête, c'est dans le film Le coup de Sirocco. À un moment, il y a Roger Hanin, Aymar de la Villalonga, et elle me dit comme ça, tu vois, ça, c'est papa et c'est maman. Et en fait, moi, cet héritage et cette filiation familiale, maternelle, en fait, cette vie-là, je la vis, je la connais qu'à travers vos films, en fait. Et je voulais vous remercier pour ça. Voilà. Merci, monsieur, vous me touchez énormément. Vous savez, en faisant ce film, c'est à toute cette génération que j'ai pensé également, c'est-à-dire à nos parents, nos arrière-grands-parents qui ont vécu une vie magnifique, merveilleuse, lumineuse dans cette terre algérienne. Et la rupture a été très grave et très, très, très importante et très, très douloureuse. Et je ressens évidemment, vous, de la génération suivante, ce manque de témoignages. Mais vous savez, dans la salle, dans les films, les avant-premières que j'ai pu organiser, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, écoutez, je suis venu avec tous mes enfants et mes petits-enfants, nous sommes 10. J'arrivais pas à leur expliquer ce que c'était notre vie là-bas. Et maintenant, après votre film, on va pouvoir en parler et je vais pouvoir être beaucoup plus libre et leur expliquer, ils vont mieux comprendre. Merci infiniment pour votre témoignage, monsieur. Alexandre, on marque une pause et on revient tout de suite. Vous avez 31 ans et ce que vous venez de dire nous a bouleversés, bien sûr, et je pense que beaucoup d'enfants de pieds noirs se sont reconnus dans ce que vous disiez. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. 11h, 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1, vous témoignez au 01 80 20 39 21 comme Alexandre qui est avec nous en ligne. Pascal. Alexandre qui nous a bouleversés parce qu'il racontait qu'en 1998, avec sa mère, en voyant les festivités qui avaient accompagné la finale de la Coupe du Monde, sa mère avait vu un drapeau algérien et il lui avait demandé pourquoi sa mère était si émue, et sa mère lui a raconté son histoire, cette famille qui part en 1962. Votre mère aujourd'hui, elle n'est plus là, Alexandre ? Oui, elle est décédée, oui. J'ai deviné à travers ce que vous nous disiez que c'est d'autant plus douloureux pour vous, en tout cas, que votre émotion reste à vif, que votre mère n'est plus là. C'est comme, moi, c'est ce côté-là, j'ai pas de famille, j'ai pas de racines, et le pire que tout, et peut-être Monsieur Arcadi va peut-être me comprendre, et d'autres auditeurs me comprendre, c'est que quand j'ai grandi, et parce que à l'école, forcément, j'avais un nom qui était différent, un visage qui était différent, j'en ai souffert. Parce que votre père était également était né en Algérie. Que j'ai pas connu. Non, il était français, mais lui, il était français métropolitain. Et en fait, j'en ai souffert et j'ai eu honte de ce passé. Et j'ai eu du mal à. Moi, quand j'ai découvert ça, j'en ai eu honte, même pour connaître d'où je viens, mes origines. On doit écrire aux archives, on doit fournir un tas de documents administratifs.
La consultation du dossier de mon grand-père a été refusée à 3 reprises sous motif du secret défense, parce que c'est le massacre de juillet 62, tous ces Français qui ont disparu. Parce qu'au début, il avait un statut de disparu. On ne savait pas ce qu'ils sont devenus. Et toute sa famille a été massacrée. Et d'ailleurs, l'actualité, moi, m'a fait énormément de mal au cœur, parce que je me dis, mais quel monde on laisse à nos enfants? Et encore une fois, je remercie Monsieur Arcadi vraiment, parce que, vous voyez, j'ai une enfant, j'ai une fille, je lui ai jamais parlé de ça, et c'est pour ça que je vous ai dit en préambule que je vais aller le voir 2 fois, ce film. La première fois sûrement pour pleurer, parce que je pourrais pas retenir ça, et la deuxième fois pour rire avec ma fille, voilà. Ben, merci de ce témoignage. Moi, ce que je vous propose, Alexandre, c'est que vous nous rappeliez quand vous aurez vu le film, parce que votre témoignage, évidemment, m'intéresse. Mais vous avez dit quelque chose qui est juste, et j'entends beaucoup également de Pieds Noirs parfois en parler, c'est qu'il n'y a plus de mémoire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément où sont enterrés leurs ancêtres. Pour récupérer parfois des certificats de naissance, c'est extrêmement compliqué pour prouver sa nationalité. Moi, j'ai des exemples comme ça. Je me souviens très bien avoir entendu à l'antenne des gens qui ne pouvaient pas prouver leur nationalité parce qu'ils étaient nés à Sousse, par exemple, et que c'était impossible parce que tout avait disparu. Donc, ils ne pouvaient même pas démontrer qu'ils étaient français alors qu'ils avaient fait le service militaire. Vous savez, dans chaque famille, ceux d'origine d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, qui ont quitté même d'autres pays, il y a toujours ces drames qui sont là. Je pense ce matin à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans le film, s'appelle Pierre Donensberg, qui a le même âge que moi, qui est arrivé, qui est un grand patron, qui est arrivé d'Algérie à 13 ans, avec le cercueil de son père dans l'avion avec lui et sa mère. C'est incroyable. C'est des situations qui ne s'imaginent pas. Je veux dire, on voit cette espèce de traumatisme. Et je pense à tous ces gens qui ont gardé au cœur le souvenir de cette vie. Et au fond, nous, cinéastes, c'est quoi notre rôle? C'est d'essayer de recréer ce qui n'existe plus, de nous servir de décors, d'acteurs, de musique, pour recréer un monde. Aujourd'hui, l'Algérie que j'ai décrit dans Le Petit Blond de l'Aix-Asbah n'existe plus. Mais c'est une façon de mettre une petite pierre comme ça dans l'édifice de la mémoire collective. Ça perdurera, ça restera. Et en faisant ce film, évidemment, je pensais à mes petits-enfants qui viennent de naître. Ils sont 3, ils sont tout petits, ils ont 1 an. Et ben demain, ils sauront un petit peu quelle était ma vie là-bas, quels étaient mes ancêtres et comment on vivait dans ce pays lumineux. Beaucoup de films vous avez consacré évidemment à cette partie de votre vie, mais vous n'avez pas fait que ça. Hein. Je pense à un film qui était très réussi, qui s'appelait K, qui était une autre histoire, qui est un polar extrêmement réussi. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir fermé la boucle on ne ferme jamais, c'est toujours Est-ce là. que c'est le dernier film sur cette période-là, ou est-ce que vous envisagez, ou est-ce que vous avez un projet Oui, j'ai un projet qui est lié aussi encore à l'Algérie, mais qui n'est pas... c'est un biopic sur un livre. Alors, c'est bizarre de faire un biopic sur un livre, mais je veux faire un film qui est un biopic sur l'étranger. J'allais vous dire l'étranger, ouais. L'étranger de Camus. Ouais. Il y a une dame qui a écrit, Alice Kaplan, une américaine, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Contre-enquête de l'étranger. Et elle remonte tout le mécanisme, comment Camus et pourquoi Camus a écrit l'étranger. Et j'ai très envie, enfin j'ai déjà écrit le scénario avec Martine Morricone, et j'espère pouvoir mettre en scène très rapidement ce film. Je n'ai même pas salué nos amis aujourd'hui, que je félicite bien sûr pour la qualité de leurs audiences, parce que c'est grâce à vous, monsieur DJ Fab, Fabrice Lafitte, qui a la réalisation. Merci c'est beaucoup. grâce à Bonjour vous Pascal. aussi. Cette tranche horaire, 11h, 13h, grâce à Géraldine, grâce à également le célèbre Olivier Guénec. Bonjour à tous. Dis monsieur Boubouk, c'est vous. Ah non, mais merci à nos auditeurs. Ce Quel succès, c'est plaisir. vous. Mais non, L'étranger de Camus aujourd'hui, Maman est morte, ou alors Oui. Demain. Qu'est-ce que vous dites? Je dis l'incipit de l'étranger. Et il y a une adaptation qui avait été faite avec Marcello Mastroianni. Et alors, Et c'était figurez-vous... Visconti qui l'avait faite. Oui, c'était Visconti. Ouais. Et figurez-vous, comme j'ai écrit le scénario,
et je vais me servir des images de ce film-là comme citation. Ouais. Et ça va être formidable. Bon, la pause et on revient effectivement parce que L'étranger, c'est un livre où le soleil est très présent et effectivement, j'imagine que vous pourrez l'adapter de manière remarquable. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, nous sommes avec notre invité Pascal Alexandre Arcadi, le réalisateur. Son film est sorti hier, Le Petit Blond de la Casbah. Écrasé par l'azur, C'était une aventure. dont on ne voulait pas. Elle a du souffle, cette chanson, de l'émotion. Ceux qui avaient fait l'Algérie ne pouvaient pas écouter cette chanson sans avoir les larmes aux yeux. Mon père, qui avait fait comme... il était de 35, il est toujours de ce monde d'ailleurs. Et il a fait, je ne sais plus si c'est 26 mois, 28 C'était mois. 26 mois à l'époque. Et moi, il m'a toujours dit, la seule fois où j'ai vu mon père pleurer, disait mon propre père, c'est quand il est parti en Algérie. Tous les Français, les petits Français partaient en Algérie, tu sais pas ce qui pouvait arriver. Il y a Mon père est Jacques parti Demy, on a aussi fait en un Algérie. film, Les Parapluies de Cherbourg, c'est cette histoire-là. Ouais. Moi, j'avais tourné en tant qu'acteur, avoir 20 ans dans les Aurès. Ah bon? Et oui, j'étais acteur de mon premier film avec Philippe Léotard. Oui, oui. Qui est un film référence, Ah ouais. avoir 20 ans dans les Aurès. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec Victor, je crois. Bonjour Victor. Bonjour, monsieur Pascal Pro. Et merci d'être Bonjour. avec nous, Bonjour. Victor. Bonjour, monsieur Arcadi. Bonjour. Écoutez, vous m'excuserez de l'émotion, mais de vous parler, ça me fait beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alors, je vous appelle parce que j'ai été hier voir le film avec les beaux-parents de mon fils, qui sont nés en Algérie, et je peux vous dire que ça a été une émotion du début à la fin du film. Elle a reconnu la synagogue où elle s'est mariée. Disons, toute sa vie en Algérie est passée par ce film. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Et moi-même, j'étais très ému d'avoir vu ce film, parce que j'étais en Algérie, mais en tant que militaire, en 1958. Et j'ai vu des passages qui m'ont rappelé mon service là-bas, et j'ai trouvé que c'était une ville et un pays magnifique. Voilà ce que je Vous voulais êtes de quelle dire. année, Victor? Je suis de 1938. 38, effectivement. Et vous avez fait combien de mois en Algérie? J'ai fait 27 mois en Algérie. Vous étiez ce qu'on appelait les soldats du contingent. J'étais du contingent. Et vous avez eu des permissions ou vous avez fait 27 mois? Oui, j'ai eu 2 permissions. En 27 mois, j'ai fait 2 permissions. Je suis rentré à Paris et j'ai été libéré en 1960. Mais ça aussi, c'est une France qui n'existait plus. Qui accepterait aujourd'hui, à 20 ans, de partir 27 mois pour défendre son pays à l'autre bout de la... En France, non. Dans d'autres pays, oui. Oui, vous savez. et oui, vous avez effectivement, en Israël, oui, Et oui, bien voilà. sûr. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant toute la tournée de province où j'ai présenté le film, il y avait énormément de spectateurs qui ont été soldats en Algérie et beaucoup aussi de harkis qui sont venus voir le film parce que c'était une façon de retrouver une partie de leur jeunesse. Alors, le mot harki, mais vous savez, je suis même pas sûr que toute la jeune génération sache ce qu'est un harki. Donc, un harki, c'était quelqu'un qui était né en Algérie, qui était français, qui avait choisi le camp de la France, en tout cas, qui était militaire pour la France. Et effectivement, ces gens-là ont été très mal accueillis quand ils sont revenus, et quand ils sont venus sur le sol de France, les harkis. Beaucoup ont été massacrés. Exactement, et d'autres ont été massacrés. C'est une histoire française. Victor, comment votre famille a-t-elle réagi à ce film? Ah, écoutez, j'ose pas vous dire l'émotion que cela leur a procuré, parce que ils en parlent toujours de l'Algérie. Malgré tout, ils auraient bien voulu y retourner, revoir peut-être l'endroit où ils se sont mariés, le cimetière où ils ont enterré des proches et tout ça. Et malheureusement, ils n'ont pas eu cette occasion de retourner. Moi non plus, d'ailleurs. Je n'ai plus, depuis je suis revenu en France, c'était après mon service militaire.
moi qui avais voyagé dans toute l'Algérie, parce que j'étais convoyeur dans l'armée de l'air, mais convoyeur à terre, c'est-à-dire que j'étais sur des camions et j'ai fait toute l'Algérie. J'ai fait pratiquement du nord au sud. J'ai fait toute l'Algérie et je peux vous dire que c'était un très très beau pays. Enfin, c'est un beau pays. C'est un beau pays, effectivement. C'est un beau pays. Oui. Est-ce que parfois, Alexandre Arcadi, vous êtes interrogé, est-ce qu'il y avait une autre solution politique que celle qui a été choisie par le général on peut de Gaulle? toujours rêver, hein. Il y a eu des solutions, il y a eu à travers le monde comme ça des exemples. On le voit même chez nous, en Nouvelle-Calédonie, comment les choses se passent. En Algérie, ça n'a pas été le cas et c'est bien triste. Mais juste une chose par rapport aux jeunes Algériens et aux Franco-Algériens d'aujourd'hui. Quand j'ai fait un film qui s'appelait « Ce que le jour doit à la nuit », adapté du roman de Yasmina Khadra, le film a été téléchargé en Algérie 5 millions de fois. Et beaucoup de jeunes Algériens aujourd'hui, pendant que je tournais ce film, et puis de Franco-Algériens me disaient « Merci d'avoir fait ce film, vous nous avez rendu une part de notre histoire qui a été effacée des livres scolaires, effacée, éliminée. » Et tout d'un coup, on récupère une partie de cette histoire, on ne le savait pas. Et le petit blond de la Casbah va aller véritablement dans ce même sens. Une récupération d'une partie de cette histoire. Et c'est cette histoire, évidemment, que vous racontez, que j'ai vue et que j'ai appréciée, comme tous ceux qui ont vu le film, qui est sorti donc hier. Hier, oui. Qui est dans les meilleures salles. Voilà, il faut aller assez vite parce qu'on n'est pas... On n'est pas partout, malheureusement. Donc, si on y va cette semaine, on aura d'autres salles la semaine prochaine. Mais il faut y aller cette semaine, quoi. Il ne faut pas attendre. Okay. Je vais vous remercier, évidemment, Alexandre Arcadi, au moment où Catherine Ney arrive dans ce studio. Catherine Ney, qui est à la une de Paris Match, en tout cas quasiment, puisque vous avez fait un portrait de Brigitte Macron et on apprend des choses qu'elle n'avait jamais dites. Votre portrait et votre interview sont exceptionnels. Bonjour, chère Catherine Ney. Bonjour, Pascal. Et puis, on va remercier, évidemment, une nouvelle fois Alexandre Arcadi. Merci non sans infiniment. Écouter l'Algérie, qui était un beau pays, cette chanson magnifique de Serge Lama. Les salles accueillent ce film. Allez voir Marie Gillin. Ah, magnifique. Allez voir Pascal Elbé. Allez voir Smaïn. Allez voir Michel là. Bon, merci vraiment. À 11h41, Merci, on cher marque une Pascal. pause et nous revenons avec Brigitte Macron. Alors, comment le père de Brigitte Macron appelait sa fille? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. À tout de suite. Et